Est-ce que vous seriez prêt à vous lancer de la Tour Eiffel pour un saut dans le vide en roller? Lui l'a fait. Est-ce que si vous étiez au top de votre discipline, vous seriez prêt à tout quitter, repartir de zéro pour révolutionner l'un des secteurs, l'une des plus grandes industries du monde? Lui l'a fait. Pour comprendre de quoi est fait l'étoffe des champions, eh ben on part dans le cerveau, le cœur et les tripes de Ty Chris. Salut Ty Chris. Eh ben quelle intro, merci. Ça va? Comment tu vas? Eh ben écoute, super. Écoute, je Ravi suis d'être vraiment ici. ravi de te retrouver. J'ai mis la barre un peu haut, mais je me suis dit que ça te faisait pas peur. Non, 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 bah, de toute façon, je suis toujours dans la passion, dans l'action et dans la bataille, dans le challenge. Et donc, c'est ça qui est fun. Écoute, on va voir si on arrive à relever le défi. Juste après ce jingle, le temps que les gens qui nous découvrent et le temps de s'abonner à la chaîne. Ok. Ouais. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, petite présentation rapide qui s'impose. Tu vas remporter 75 victoires en compète, ce qui va faire de toi, à l'époque, Ouais, peut-être ça a ça a changé, sûrement mais, changé, mais mais l'athlète le plus titré des sports extrêmes. ouais, parce qu'en général, c'est vrai que on a toujours des hauts et des bas, et c'est vrai que dans une moyenne, dans ma carrière, j'ai, je crois, loupé le podium que 6 fois, donc j'étais souvent sur le podium, quoi. Ah, c'est des bonnes stats, Ouais, ça. c'est des bonnes stats. Ensuite, tu vas faire un petit tour dans les médias et puis Ouais. tu vas lancer, je le disais, tu vas te lancer dans les télécoms avec un projet on-off qui fait que globalement, je résume, mais ça a peut-être vachement évolué depuis la dernière fois qu'on Ouais. s'est parlé, qui permet depuis mon téléphone d'avoir d'un côté un numéro pro, d'un côté un numéro de Exactement. perso. C'est en fait une app, j'ai imaginé ça sur mon lit d'hôpital en m'étant cassé la jambe, de créer une app qui permet de générer un deuxième 06, qui permet d'avoir un numéro pro, un numéro perso en un clic ou pour vendre sa voiture sur le bon coin. C'est Et- pas que du storytelling pour raconter les débuts. Non, non, c'est vrai. Donc t'es planté sur ton lit, mais pourquoi il te faut deux numéros? Non, mais c'était plein de choses. C'était pas que de numéros. À la base, c'est que j'étais donc sur ce lit d'hôpital. J'arrivais à un moment dans ma vie où j'avais vraiment une réinvention parce que j'arrivais à la quarantaine. J'avais essayé de monter un film à Hollywood qui avait pas marché, etc. Et donc, il fallait vraiment que je me réinvente. Et la première idée, c'était de me dire, il faut que je change d'industrie. Il faut que je choisisse une grosse industrie. Et notamment, je me suis dit, au moins les télécoms, je suis sûr de pas me gourer. Tous les milliardaires sont là-dedans. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer dans les télécoms? Et donc, avant d'imaginer une app qui fait un deuxième numéro, j'ai réalisé que tout était dans le cloud, si tu veux, nos fichiers avec Dropbox, nos musiques avec Spotify, Netflix, etc. Même nos emails sont dans le cloud. Quand j'ai plus de batterie, je peux prendre ton téléphone et avoir accès à mon mail. Et j'ai réalisé que le numéro de mobile, le 06, lui, il est coincé dans la carte SIM. Et dans la poche. Si je perds mon téléphone, fallait que je revienne physiquement d'aller dans un magasin SFR, Orange ou Bouygues pour récupérer la carte SIM. J'ajoute qu'à l'époque, il y avait les frais d'itinérance quand En tu étais plus, dans un en pays plus. étranger. Voilà. Ça t'a pas fait mal quand au niveau européen Pas du tout, parce Non. que moi, mon service, c'était vraiment des gens qui voulaient un deuxième numéro. En France, c'était pas vraiment pour des voyageurs. Après, on propose des numéros de plein de pays. Mais bon, bref, quand j'ai imaginé ça, ce qui était dur, c'est que j'y connaissais rien, j'avais pas particulièrement d'argent de côté, j'avais pas d'associé là-dedans. Et comment tu commences de zéro à imaginer un opérateur mobile mondial, quoi. Donc, c'était compliqué. Alors, ça a été compliqué. Toi, ton asset de départ, c'est aussi au-delà de ton énergie. T'as un nom qui te permet Alors- peut-être de pousser des portes. Alors, oui et non, en fait, sur ce point. Où les précis- mecs te regardent en se disant bon, ouais, ok, il est super, lui, il a fait son saut en roller de la Tour Eiffel, mais ça fera pas un entrepreneur. C'est exactement ça. En fait, même des copains, je me rappelle, me disaient bon, en gros, t'es sympa, Oh, t'aimes bien, ouais. t'es rider, mais tu devrais t'associer avec des vrais entrepreneurs parce que t'es pas entrepreneur. Et surtout, tu sais, j'ai jamais été en plus à l'école, hein, j'ai jamais été scolarisé de ma vie, etc. Et donc, arriver dans un milieu Pur autodidacte. pur autodidacte, dans un milieu régulé, télécom, où il faut lever des millions d'euros, etc. Donc j'arrivais à avoir les rendez-vous. Les gens me recevaient en rendez-vous parce que j'étais le mec qui avait sauté de la Tour Eiffel. Mais dès qu'ils comprenaient ce que je voulais faire, il n'y a aucun professionnel de l'industrie qui voulait investir. T'as fait comment? Et du coup, j'ai fait Friends and Family. Parce que les pros de l'industrie, globalement, ils me rigolaient au nez, ils me disaient, on va jamais le financer. Et du coup, j'ai commencé, c'est mon chirurgien, pour le coup, qui a été le premier à être motivé à investir. Le même qui t'a mis sur le lit d'hôpital où t'as eu l'idée. Exactement, exactement. Et après, sa sœur, son beau-frère, etc. Et j'ai réussi comme ça à convaincre 130 personnes qui ont investi en tout 10 millions d'euros. Et avec Wow. ça m'a permis de démarrer. Et les fonds qui m'avaient rigolé au nez, finalement, À ce moment-là, reviennent. Ouais. reviennent Ouais. 4 ans après en investissant à nouveau 10 millions, mais 10 fois plus cher.
Et là, il se passe quoi dans la tête quand on vient te revoir? C'est la petite revanche? Écoute, un petit peu. T'es content de les bien accueillir, sûr, mais... non, bien sûr, c'est un petit peu, mais surtout, il y a eu des milliers de gens que j'ai pu croiser qui y croyaient pas, mais à la fois, je m'en fichais. Moi, j'étais tellement passionné par mon truc. En fait, je suis pas du tout ni dans la rancœur ou la négativité. Je suis quelqu'un qui rêve d'un truc Et il faut y aller. et qui y va comme un dingue. Et donc, Qui en fait, saute dans le vide. quand je rencontrais des gens qui y croyaient pas, bah, je m'en fichais, je passais à autre chose et j'étais de toute façon qu'avec des gens qui Tu peux pas croyaient. rester à ressasser ce qui... Exactement, Tout à fait. exactement. Depuis cette semaine, parce que jusqu'ici on reçoit chaque semaine dans nos médias les plus gros entrepreneurs de France. Depuis cette semaine, on a décidé d'ouvrir les médias aux sportifs, aux artistes aussi, pour inspirer différemment les entrepreneurs. Et en fait, tous ont un point commun, au-delà du fait de bien vouloir venir se livrer et un peu se mettre à nu dans le format. Ils ont pour point commun de vivre des hauts très hauts, des bas très bas. Tu as été athlète. T'es entrepreneur, quel est le plus extrême? Alors non, le plus extrême de loin, c'est en tant que sportif. Parce que si tu veux, en tant que sportif, tu t'entraînes une vie quasiment. Et en plus, moi c'était un sport à risque, donc en fait, tu as en plus le vrai danger, l'épée de Damoclès qui peut te dire tu finis à l'hôpital à tout moment. Quand tu tentes une figure compliquée, c'est maintenant ou jamais, dans la fraction de seconde, un minimum. Faut avoir fait les bons calculs avant. Exactement, et tout de suite c'est la jambe cassée, et tout s'arrête, etc. Et dans les finales, quand tu fais les championnats du monde ou quoi que ce soit, moi c'est un enchaînement de 50 figures, de 50 secondes, et donc tu as une pression de fou. C'est-à-dire que si tu loupes une figure un petit peu par-ci, bah, c'est fini. Alors que quand tu es dans l'entrepreneuriat, évidemment c'est dur, mais même quand tu foires un rendez-vous, tu peux rattraper le coup, le rendez-vous d'après. C'est très très rare dans l'entrepreneuriat que tu joues ta vie sur quelques secondes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que c'est simple, c'est vraiment comme un sprint et un marathon. Je dirais c'est ça la différence. On va parler aussi de ce qui est pas toujours simple, mais avant ça, on a dû te faire 1000 fois le parallèle entre l'athlète, l'entrepreneur. Plutôt que de parler de l'audace, de la concentration, je vais quand même te proposer quelques items et tu vois à quel point tu veux développer, mais je veux bien t'entendre sur où choix, mon cher, la discipline. Bah, la discipline, je veux dire, le sport est l'un des meilleurs formateurs pour ça. Parce que si tu veux, on ne peut pas devenir champion si on s'entraîne pas une vie et qu'on n'a pas une discipline de faire, de remise en question, de rebond, etc. Et ta discipline d'entrepreneur alors? Bah, ma discipline, c'est un peu ce que j'ai fait dans le sport, c'est-à-dire que je suis monomaniaque, extrémiste, à ne faire que ça nuit et jour. C'est-à-dire que je rêve de ça. Ça m'arrivait... En fait, toi, t'es on non-stop, il n'y a pas de off. Y a pas de off. Ça m'arrivait, tu sais, de rêver la nuit de brevets télécom et de me réveiller au milieu de la nuit et de marquer les brevets télécom que j'avais imaginés en rêvant. Quoi. Alors, Donc, tu vois, le truc. et est-ce que vraiment, après coup, 24 heures après, tu relis et ça veut dire quelque chose? Ah oui, oui, bien sûr, vraiment. bien sûr, oui, bien sûr. Tu fais des rêves productifs. Ah, des rêves bravo. productifs. Ah, non, c'était... Mais comme quoi, à quel point j'étais habité par le projet, je le suis toujours. Autre parallèle, les sacrifices. Écoute, moi je le voyais jamais comme des sacrifices. Pourquoi ? Parce que faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il y a des gens qui veulent toucher les étoiles, mais qui sont pas prêts à faire les sacrifices pour. Il faut savoir les règles du jeu. Si tu veux devenir champion en sport extrême, bah faut accepter. Tu vois moins tes potes. Exactement. Tu fais moins de la teuf. Et tu es à l'hôpital tout le temps. Tu vois, moi je veux dire par exemple. Mais tu peux rencontrer tes futurs investisseurs. Exactement. Tu vois par exemple, je suis jamais sorti en soirée quasiment jusqu'à 33 ans. J'ai pas bu d'alcool jusqu'à 33 ans. C'était que le sport. Mais je le voyais pas comme un sacrifice puisque c'était mon choix et ma passion. Je te propose de réserver ton 23 au soir et on va rattraper ça 23 novembre. Moi, je t'en parle après. Soulever les foules. Bah après ça c'est quelque chose que j'ai toujours su faire. C'est-à-dire le fait d'être tellement habité par mon rêve et passionné, bah j'arrive à embarquer les gens à bord du train et je l'ai fait plein de fois dans ma vie, aussi bien sur les 130 investisseurs pour ma boîte, mais aussi pour le gouvernement français pour la Tour Eiffel, etc. Et ça c'est vraiment partager la passion. Taïg, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur ou peut-être quelques-uns, mais globalement on est tous passionnés. Par contre on soulève pas tous les foules. C'est quoi la diff là-dessus ? Écoute, il y a en tout cas des techniques quand même que j'ai appris, hein, d'adaptation aux gens que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que le fait de pitcher toute la journée mes projets,
je devenais expert du pitch. C'est-à-dire que je savais, quand par exemple je rencontrais un entrepreneur qui voulait qu'on lui parle chiffres, je parlais chiffres, un autre qui voulait qu'on lui parle vision, on parlait vision, sur des financiers, etc. Donc à chaque fois, j'essayais de comprendre la problématique de la personne que j'avais en face de moi. Quand il a fallu avoir l'autorisation pour la Tour Eiffel, c'était le cas. Et du coup, avoir les réponses. Et donc, un autre point aussi pour soulever les foules là-dessus, et devenir vraiment expert dans chaque domaine que tu évoques, parce que et pour ça, il faut bosser. Si le fait d'être incollable dans les télécoms ou dans la régulation, etc., j'arrive à convaincre des gens, quoi. Tu parlais du pitch, on en a entendu des milliers ici. À un moment, ça peut être chiant d'entendre le mec qui récite. Et donc, tant qu'à le faire, peut-être qu'on peut le dire. Il faut aussi peut-être apprendre à faire des pauses, des fausses erreurs pour rendre ça un peu plus... Bien sûr. Tu sais, j'ai fait pas mal de... Quand j'étais plus jeune, j'étais magicien professionnel. Et quand tu fais de la magie, tu sais manier l'attention, le pitch en quelque sorte. Et du coup, j'ai utilisé ces techniques de magie pour mes pitchs. Et donc la pause, attirer le regard. Avec une démo de lab d'une façon très très intuitive, comme finalement un tour de magie, mettre le petit côté joke, etc. Et toujours savoir comment tu pitches. Parfois, je sens que dans une situation, j'ai que 10 secondes, donc j'arrive à rentrer le pitch dans les 10 secondes, et parfois j'ai 10 minutes, et donc je le mets dans les 10 minutes aussi. Alors nous, il nous reste tout juste 10 minutes, okay. Très vite, trouver des sponsors / des clients. Des sponsors, des clients, c'est clair, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, et même c'était... On se rend pas compte le temps que ça prend un sportif pour faire une petite parenthèse là-dessus. Exactement, il y a des sports où évidemment les sponsors viennent à toi, le foot, le tennis, etc. En roller, c'était pas le cas. Et donc, très vite, je suis devenu un peu multifonction là-dessus. Déjà, j'ai commencé à regarder tous les interviews que je faisais pour m'améliorer en interview, parce que je me disais, si je suis meilleur en interview, les sponsors vont être plus attirés parce que je deviens un bon communicant. Typiquement, là, maintenant, tu commences à avoir l'habitude, tu vas te regarder là pour voir si tu peux encore progresser, c'est fini. Je l'ai fait tellement de fois. Mais bon, j'avais fait aussi des dossiers de presse, du coup, j'envoyais mes dossiers de presse à tout le monde. J'avais appris à faire du design pour pouvoir le faire moi-même. Donc oui, après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est frustrant à la fois parce que tu te retrouves dans une situation où tu dois à chaque fois convaincre et demander. Et il y a un moment, quand tu fais ça des années, t'en as marre, quoi. Voilà. Mais bon, à la fois, t'as pas le choix. Si tu montes une boîte, c'est le jeu, des millions d'euros à monter, t'es obligé de trouver des fonds, quoi. Un dernier item sur lequel j'aimerais trouver le parallèle, c'est la gestion de l'échec. Alors, t'as des bonnes stats, on l'a dit, mais il y a quand même eu des échecs. Bien sûr, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi dans l'entrepreneuriat. Il y a des boîtes que j'ai dû fermer, que j'ai plantées, etc. Si tu veux, quand je démarre un projet, je suis pas à me flageller avec des peurs imaginaires dans le futur. Je suis toujours avec le rêve au loin qui me fait avancer et j'abats les problèmes au jour le jour sans imaginer les potentiels échecs que je peux avoir. Par contre, à la fin de la route, s'il y a un échec, c'est vrai que je me refais le film pour essayer d'apprendre de ces échecs et pas reproduire. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse, mais j'ai quand même une force dans le caractère là-dessus, c'est que au moins, je ne suis pas dans la peur de l'échec constant quand j'avance, je suis toujours dans l'action. Et un entrepreneur, le fait d'être dans l'action, ça aide énormément. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des beaux rêves, qui ont des capacités incroyables, mais ils ont peur de se lancer parce qu'ils traînent comme un boulet la peur de l'échec. Donc vraiment, je leur dis, mettez ça de côté et allez-y, quoi. Just do it, comme Nike, le slogan Nike. Et je précise qu'il y a un peu de son autour de nous parce qu'on est à Big, l'événement annuel de Bpifrance qui réunit toute l'industrie française, tous les écosystèmes. Et maintenant que la musique va s'arrêter, je voudrais juste parler d'ambition. On avait reçu à notre micro Loïc Soubéran, qui est le fondateur de Swile, et qui nous avait dit, si tu veux réussir un grand projet, en tout cas, tu prends ton ambition, tu la multiplies par 10. Alors toi, tu mesures peut-être en Tour Eiffel, mais c'est quoi ton ambition avec On-Off ? Écoute, d'une façon générale, c'est très important d'avoir une grande ambition. Pourquoi ? Parce que déjà, plus l'ambition est grande, plus tu arriveras à convaincre des gens. Parce que toi, tu vas être déjà plus habité par ton rêve, parce que c'est un truc de fou que tu as envie de faire, et tu arriveras à embarquer les gens à bord parce que c'est un truc de fou. Donc déjà ça... C'est quoi, je vais tout plaquer, je vais venir chez On-Off. et en plus, c'est le même nombre de travail de créer une petite boîte, un restaurant en bas de la maison, que de créer une multinationale. Tu vas passer autant d'heures, etc. Donc autant partir sur un gros projet. Et on a besoin de ça en plus en France, parce qu'il n'y a pas
il n'y a pas suffisamment de projets ambitieux. Je veux dire, toutes les multinationales, je veux dire, ChatGPT, tout ça, c'est aux US, quoi. Tu vois, il y a un moment où il faut qu'on arrive à faire ça. Il faut du cocorico. Il faut du français. Bah écoute, c'est le cas d'Onoff. Onoff, j'ai toujours rêvé de créer un opérateur mobile dans le cloud. J'y arrive de plus en plus et j'ai des gros projets pour l'année prochaine qui vont déboîter beaucoup de choses, je pense. Tu peux pas encore en parler. Eh ben, écoute, ce sera l'occasion de te recevoir à nouveau. Exactement. On va pas se quitter sans un moment qu'on importe, une des rubriques qu'on importe du format long, qui s'appelle la claque et qu'on envoie maintenant. Waouh! Des claques, on en prend tous, sinon ce serait soit faux, Évidemment. soit du storytelling. Je te propose une claque perso / dans ta première vie de champion. Ouais. Bah, Et ou peut-être tu parlais d'Hollywood tout à l'heure. écoute, c'était pas une claque. La vraie claque dans ma première vie, c'était à chaque fois l'accident qui arrivait plusieurs fois. Et ça, c'est violent parce que tu as des projets t'es au top de ta forme, tu as des projets de compétition, tu as une roadmap, tu sais que tu voyages par ça, tu as les championnats qui arrivent, etc. Et d'un coup, Et d'un coup, bam, tout s'arrête. Et tu refais le film, tu sais, tu regardes en arrière, l'accident est toujours con. Et tu te dis, mais purée, mais pourquoi j'ai fait cette figure à ce moment-là? Et tu as envie de revenir quelques petites secondes en arrière. mais tu peux Et c'est pas. trop tard. Et là, quand t'as pas particulièrement vraiment de sécurité de côté, t'es à l'hôpital, que tout s'effondre, etc. Où là, il y a une vraiment claque que tu te prends où tu dois te réinventer. Et celle que je me suis pris il y a 10 ans, j'avais la jambe cassée, c'était une claque qui était plus forte parce que il y avait l'accident, mais j'arrivais aussi à la quarantaine. Comme tu disais, le film que j'avais essayé de monter à Hollywood, c'était pas fait. C'était quoi ? Bon, rien, j'ai écrit un long métrage sur un film un peu à la Black Mirror, mais que je vais faire un jour, hein. Donc j'abandonne pas là-dessus. Je crois que le dernier film, alors ça y est, j'oublie son nom. Lelouch. Il a mis 17 ans à le monter. Ah bah voilà, ça, Ouais. c'est clair, ça met vraiment du temps. Mais du coup, en plus, je m'étais séparé de mon ex, donc si tu veux, j'étais à un moment de ma vie où c'était une remise en question totale, où il fallait que j'abandonne l'ancienne vie de rider, homme de télé, etc., et que je démarre une nouvelle vie dans l'entrepreneuriat. Et j'ai même écrit une sorte de formule magique pour structurer mon idée de 8 points, c'est-à-dire à choisir la plus grande industrie au monde, ubériser cette industrie, être propriétaire de sa marque, vendre le même produit dans tous les pays, choisir une distribution mondiale, un produit digital et inventer quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça qui m'a permis de structurer mon idée et imaginer Onoff. T'as vraiment mis sur le papier Ah bah tout oui. ça. Ah, C'est c'est pas 8 points. l'histoire que tu Ah racontes non, après. vraiment, quoi. vraiment, parce que c'était vraiment cette claque de remise en question totale. Et donc je me suis dit, ok, je dois démarrer une nouvelle vie. Et il faut que je la démarre sur des bonnes bases. Et il faut que ce soit grand. Et il faut que ce soit grand. Et donc, autant, parce que dans le sport extrême, j'avais choisi le roller parce que c'était ma passion, mais je voyais que finalement, j'avais fait le mauvais choix par rapport à un footballeur. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et donc, je me suis dit, je vais pas reproduire 2 fois cette erreur. Je vais choisir la plus grande industrie au monde. Et la claque entrepreneuriale. Écoute, la plaque entrepreneuriale, ça a été, bon, il y a eu des boîtes que j'ai fermées, mais c'était pas rien de très dramatique et surtout des bonnes leçons que j'ai appris. Ce qui a été très très dur sur Onoff, c'est que il y a des moments où j'avais plus assez d'argent et j'arrivais plus à trouver des investisseurs. Et je me rappelle, j'étais à New York ce moment-là et j'étais au bord de dépôt de bilan, donc je pouvais plus payer les loyers, je pouvais plus payer les charges. J'ai réussi à payer les salaires jusqu'à la dernière minute et j'avais genre quelques semaines de trésorerie et je me rappelle, j'ai appelé un copain qui avait planté une grosse boîte et je lui ai dit, bon, comment ça se passe quand quand c'est fini, quoi. Et il me dit cette phrase, il me dit, écoute, les salaires, tu les payes jusqu'au dernier moment, par contre, tu payes plus personne et quand tu as les huissiers au bas de ta porte, tu leur fais un petit chèque. Donc ça, c'était drôle, mais c'était un moment émotionnellement Ça se passe très, pas très toujours dur. comme ça. Ouais, ça se passe pas toujours comme ça. Mais c'est un moment émotionnellement très, 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 très dur parce que ça faisait déjà des années que je travaillais sur Onoff. Je sentais le potentiel incroyable et c'était la sensation. C'est la frustration. Une frustration de fou. C'est-à-dire la sensation d'être dans un tunnel pendant des années et là, tu vois la lumière. Tu es au bord de la sortie du tunnel. Tu la vois. Mais t'as juste plus à assez côté, t'as le d'essence. précipice. Non, non, ouais. t'as pas assez d'essence. C'est vraiment, l'essence ressemble au fond qu'il me fallait. C'est-à-dire qu'il me fallait juste un peu plus d'argent pour faire les quelques mètres pour atteindre la rentabilité. Donc, si tu veux, c'était moi, je voyais la lumière et je rencontrais des gens qui la voyaient pas. Donc Je leur là- disais, mais si j'ai un peu plus de fonds, la boîte devient rentable et ça deviendra une multinationale. Donc, cette frustration était très dure. Et Mais comment, j'ai réussi heureusement. comment, voilà, comme dans Rasta Rocket, tu prends le bobsleigh sur l'épaule et tu finis les derniers mètres. Bah écoute, beaucoup de persévérance, travail à essayer de motiver tout le monde et de chance.
Là, clairement, je me rappelle, dans ce moment, j'ai eu de la chance. Je me suis assis en avion sur un vol à 2 heures de vol entre Tallinn et Paris à une place qui n'était pas la mienne, en écho. Et le mec à côté de moi, un jeune entrepreneur de l'île de la Réunion, super cool, français, du coup on discute, etc. Et je lui pitch ma boîte et à la fin du vol, il me donne 300 000 euros que je reçois sur le compte la même semaine. Et du coup, ça fait, voilà, la boîte, elle passe ses dernières distances. Je connaissais l'elevator pitch, je connaissais pas le flying pitch, ça paye. Faut voir haut encore une fois. Nous, c'est une chance de t'avoir avec nous. Tu parlais de l'échec et de pouvoir être au bord du précipice ou à quelques mètres de l'arrivée. On a lancé cette semaine un format qui s'appelle Planter, où les entrepreneurs qui justement ont planté leur boîte racontent vraiment tout ce qui se passe quand tu dois la planter, avant, pendant et après, c'est une folie. Ah, c'est une folie. Ah, c'est une folie. C'est une folie. Bah oui, parce on que n'est pas préparé à ça. Je l'ai senti, puisque je suis passé proche de la mort là avec On-Off au début. Maintenant, évidemment, c'est passé, on est rentable, etc. Donc tout va bien. Mais cette sensation de frustration, après quand même, hein, c'est la loi du monde des startups. Il y a d'autres sociétés qui, par exemple, j'ai créé Album, qui est un peu dans la tourmente en ce moment, et donc j'essaye de rebondir et voir différemment. Mais après, il y a un truc aussi que j'ai réalisé au début quand j'ai créé On-Off. Je me suis dit, si ça plante, je n'ai plus rien. Et en fait, avec les années, j'ai réalisé que c'est pas le cas parce que j'ai appris un nouveau métier. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, en fait. Si ça plante, bien sûr que c'est grave, ça fait chier. Je ferai juste on et ça marchera. Et en fait, je suis devenu un expert de la tech. Donc, je me suis dit, ça fait partie, malheureusement, alors peut-être pour différentes raisons, j'ai pas choisi le bon modèle, mais de toutes les façons, quand tu es un expert de la tech, tu peux toujours recréer une boîte parce que tu sais faire le truc. Et heureusement, la mentalité américaine de donner une deuxième chance là-dessus, et arriver en France là-dessus, c'est-à-dire que les gens de l'industrie acceptent que des entrepreneurs puissent planter une fois, parce qu'ils savent quand ils vont redémarrer une deuxième fois, ils seront beaucoup plus pertinents. C'est un peu comme en jardinage, quand on plante, on repousse. Exactement. Un immense merci. Merci. C'était un plaisir de te retrouver. À très bientôt. Très sympa, merci. Et quant à vous, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou aux différents podcasts. Merci à tous et toutes. Bien. Feuille blanche. 40 nuances de Next.